Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires. Je vous présente un nouvel épisode sur le thème du handicap. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Elisa Rojas. Bonjour Elisa. Bonjour Marie. Je suis très heureuse de t'avoir avec nous. Comment tu te présentes et tu te définis ? Je me présente comme Elisa Rojas. Comment je me définis ? Peut-être plus rapidement que toi. Je sais pas, tout dépend le degré de détail qu'on me demande, mais a priori je dirais que je suis une femme handicapée, que je suis née à Santiago du Chili, et voilà, que je suis avocate de profession au barreau de Paris, et puis militante aussi. On peut se demander jusqu'à quel point c'est une profession, non. Voilà, mais comme ça, assez rapidement. Est-ce que tu veux dire la ville où tu habites et ton âge ? J'habite à Paris. Mon âge, 43 ans. Ok, merci Elisa. Donc d'abord, j'aimerais préciser qu'on enregistre cet épisode chez Sister, qui est un tiers-lieu situé à Paris et créé par Empower. Empower, c'est un réseau international qui accompagne les femmes entrepreneurs. Vous aurez plus d'informations sur leurs différentes initiatives sur leur site internet empower.com. Je voulais juste les remercier pour leur accueil gracieux dans leurs locaux. Donc, dans mon podcast Sologamie, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de célibat et de handicap. Comment notre société validiste empêche-t-elle les personnes handicapées de vivre leur couple ou leur célibat dans le plus grand des calmes, comme les personnes valides ? Pourquoi les femmes handicapées sont-elles systématiquement désexualisées et infantilisées ? Comment vivent-elles leur célibat, ou la séparation, ou les râteaux ? On va se poser ces questions avec toi, Elisa. Mais d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire ? Alors, moi, j'en donnerais une définition plutôt simple et j'imagine la plus communément admise. J'ai pas très profondément réfléchi à cette question, mais je dirais c'est ne pas être dans une relation avec quelqu'un. Ne pas être engagé dans une relation affective ou amoureuse, quelle qu'elle soit, en fait. Moi, c'est comme ça que je définirais le célibat. Est-ce que tu es célibataire ? Est-ce que tu as souvent été célibataire dans ta vie ? Oui, je suis célibataire et je l'ai souvent été, en effet. Mais je vais très bien. Justement, c'est la question suivante. Est-ce que tu relis bonheur et couple ? Alors, sur ces questions-là, il y a vraiment un avant et un aujourd'hui, en fait. Vraiment parce qu'il y a eu une profonde évolution, je pense, sur ces questions de mon côté. Du coup, avant, clairement, pour moi, c'était totalement lié. Je dirais que ça faisait partie du tableau du bonheur, en fait, parce que c'est un peu ce qu'on nous vend, même beaucoup. C'est-à-dire que pour être heureux, il faut être jeune, il faut être beau, il faut avoir de l'argent, il faut être en couple et à un moment donné, il faut avoir des enfants. Donc pour moi, vraiment, c'était quelque chose, un objectif qui permettait de dire que on était heureux dans la vie et qu'on avait rempli sa mission. Et puis pendant longtemps, je pense que peut-être j'idéalisais ou en tout cas je prenais le modèle de mes parents comme une référence et au fond je voulais recréer ce que mes parents avaient créé, ce qui est quand même une idée étrange parce que mes parents ont divorcé et que leur couple n'était pas si idéal que ça, mais en tout cas il y a eu un moment, surtout dans mon enfance, où pour moi c'était vraiment une référence. Je voulais me marier jeune parce que mes parents se sont mariés très jeunes, je voulais avoir des enfants très jeunes. Voilà, donc je voulais reproduire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Pour moi, clairement, il n'y a aucun rapport entre être en couple et être heureux. Déjà, j'ai eu le temps d'observer beaucoup de couples autour de moi pour en arriver à la conclusion que c'est pas du tout un gage de bonheur. Donc voilà, à ce niveau-là, j'ai plus du tout la même approche en fait. Et je trouve qu'on peut être très bien seul et pas vraiment parfaitement satisfaite seule en fait. Comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui ? C'est une bonne question, surtout que moi je peux pas y répondre sans revenir au contexte dans lequel on est, c'est-à-dire le Covid. Parce que ça fait quand même 3 ans qu'on est en pandémie
Et du coup, pour être honnête, je pense que je vais pas très bien et que ma santé mentale, elle est très éprouvée et très fragilisée en fait par la situation. Et il y a quand même une gestion de ce Covid qui est très irresponsable. Et ça a mis beaucoup de personnes malades ou handicapées vraiment face à des situations très violentes. En fait, je pense qu'on n'a jamais ressenti l'égoïsme, l'individualisme, parce qu'il y a deux niveaux de responsabilité. Il y a bien évidemment les pouvoirs publics qui n'ont pas joué leur rôle de protection, mais il y a aussi après individuellement des gens qui ont envie de croire que la pandémie est finie et qui se sont rués sur la levée des mesures de prévention, de protection. Donc très honnêtement, je pense qu'une personne malade ou handicapée ou consciente, ne serait-ce que consciente, des risques du Covid aujourd'hui ne peut pas aller bien. Je pense que on est vraiment en train de vivre et de traverser quelque chose de très très dur. Ouais, je voulais juste préciser qu'on enregistre cet épisode en mars 2023. Est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière ? En gros, est-ce que pour toi, c'est plus cher de vivre célibataire ? Je sais même pas si tu vis célibataire, mais qu'est-ce que tu en penses de cette question de l'argent ? De ce que je comprends, il est plus cher d'être célibataire que de ne pas être célibataire, puisque pour une raison simple, quand on partage les dépenses, forcément on s'en sort un peu mieux. Moi, c'est pas une question que j'ai beaucoup approfondie, donc je pourrais pas te répondre de façon très, très précise. Ok. Comment tu vis ta sexualité en célibataire, si t'es célibataire ? Je ne me plains pas. Et je n'en dirai pas plus parce que je trouve que c'est très important de garder des choses privées et que je suis très soucieuse de mon intimité. Et puis quand on est une personne handicapée, on est quand même soumise constamment à des questions très intrusive, notamment sur ce sujet-là, en fait. C'est vrai que notre vie affective et sexuelle, c'est une passion pour les personnes valides qui se permettent beaucoup de questions, qui sont, à mon avis, inappropriées. Et parmi les choses qui étaient très intéressantes à faire dans mon livre, justement sur cette question de la sexualité, c'était de pouvoir parler du désir d'une femme handicapée, en l'occurrence dans le cadre d'une relation hétérosexuelle, parce que déjà on parle peu du désir des femmes en général, du désir des femmes handicapées encore moins, que par ailleurs moi je ne suis pas asexuelle. Le truc c'est que quand on est une personne handicapée, on présuppose très rapidement qu'on n'est pas intéressé par le sexe, qu'on est asexuel. Ce n'est pas mon cas. Mais ça pourrait l'être. Ce que je veux dire, c'est que j'estime qu'en tant que femme handicapée, on doit avoir les mêmes libertés que les autres femmes. Donc s'il y a des personnes et des femmes handicapées qui sont asexuelles, il faut aussi le respecter. Et ça, je trouve que c'est important de le rappeler. Il se trouve que c'était pas mon cas, donc j'avais envie de parler de mon désir, mais j'avais envie de le faire vraiment selon mes conditions à moi, selon mes propres termes. C'est-à-dire, en fait, en parlant sans donner de détails inutiles, sans répondre à la curiosité malsaine des personnes valides, et même en me moquant de leur curiosité malsaine, en les frustrant, en consacrant tout un chapitre, en leur disant que finalement ils n'allaient pas trouver ce qu'ils avaient envie de trouver, mais qu'on peut quand même parler de désir sans entrer dans des détails qui en plus correspondent vraiment pas à ma personnalité. Mon livre il me ressemble, il est moi, donc moi dans la vraie vie on me pose ce genre de questions, je donne pas plus de détails que dans mon livre, même à mes amis qui sont proches. Voilà, donc je trouvais que cet enjeu-là était hyper intéressant dans mon livre et c'est un chapitre qui m'a beaucoup amusée. Est-ce que tu peux parler un peu de ton livre pour les personnes qui ne le connaissent pas encore ? Comment ça s'appelle ? De quoi ça parle et quand est-ce qu'il est paru ? Alors, comment ça s'appelle ? Le titre, c'est Mister T et moi, aux éditions Marabout. Il est sorti, si je ne me trompe pas, en novembre 2020. Voilà. En plein Covid ? Ouais. Ouais, en plein Covid, c'est vrai. Et puis, comment dire, moi j'ai dit beaucoup, je sais pas si c'était adroit de ma part, mais que c'était une romance politisée. C'est vrai que c'est un texte qui à la fois relève du récit, du roman, mais en même temps, il y a aussi des aspects analytiques qui, moi, me paraissent totalement compatibles avec le récit. En fait, moi, je pense qu'on n'a pas à choisir de catégorie et que l'important, c'est que l'ensemble se tienne et que ce soit agréable et facile à lire. En tout cas, moi, ce sont mes critères.
Et donc voilà, je pense que c'est un livre féministe qui parle de la façon dont je me suis construite en tant que femme handicapée et comment j'ai pris conscience de ce que c'était que d'être une femme handicapée dans une société à la fois patriarcale et aussi validiste. Ok, et pourquoi ça s'appelle Mister T et moi? C'est qui ce Mister T? Parce que ça raconte une espèce d'obsession amoureuse que j'ai eue quand j'étais jeune, quand j'avais 25 ans à peu près, et qui a duré quand même un certain temps. Et voilà que, je suis tombée amoureuse d'un camarade d'université, qui est ce fameux Mister T. Et je raconte tout ce que cette rencontre et toutes les réflexions en fait qui sont parties, qui ont été provoquées par cet amour en fait que j'ai développé pour ce garçon de mon âge qui était comme moi en droit et voilà, et que j'ai rencontré un jour par hasard. On reparlera de ton livre dans la seconde partie de l'épisode. Et ma dernière question classique, c'est est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat? Là, c'est pareil, c'est comme pour la question d'avant, il y avait un avant et un aujourd'hui. Parce qu'avant, oui, en fait, quand même, l'avis des gens sur mon célibat était super pesant. Il était très culpabilisant, en fait. Parce que ce qui est très bizarre quand vous êtes une femme handicapée, c'est que soit on considère que c'est normal que vous soyez seule, puisque de toute façon, vous n'avez pas de valeur, donc c'est normal que vous n'intéressiez personne. Soit, et ça c'est très bizarre, quand les gens commencent à envisager que vous pouvez être avec quelqu'un, vous retombez dans l'injonction générale qui s'applique à toutes les femmes. Et là, on va vous dire, mais pourquoi t'es seule? Donc, à partir de 25 ans, c'est devenu une obsession pour les gens de me demander si j'avais quelqu'un. Et quand je répondais que c'était pas le cas, je voyais la déception dans leurs yeux. Un truc genre, mais comment c'est possible, c'est pas compréhensible. Du coup, c'était super dur, d'autant plus que c'était une période où moi, j'avais envie d'être avec quelqu'un puisque j'étais amoureuse de ce fameux camarade. Donc du coup, c'était dur de me dire, purée, en fait, les gens comprennent pas, ça veut dire que c'est moi qui ne sais pas m'y prendre, qui maîtrise pas quelque chose, que c'est de ma faute, quoi. Si je suis célibataire, il y a quelque chose qui m'échappe, et même les gens ne comprennent pas. Mais aujourd'hui, je vois bien la part de conditionnement et d'injonction sociale qu'il y a autour de ces questions-là. Et très, très franchement, aujourd'hui, la vie des gens vraiment est moins important, même pas du tout important. Je me fiche de la façon dont ils le prennent parce que je sais que ça relève plus du choix aujourd'hui d'être célibataire que de quelque chose que je subis en fait. Et les gens continuent à te poser la question ? Alors, un peu moins, peut-être que c'est l'âge. Peut-être que comme je vieillis, voilà, ça repart dans l'autre sens, je sais pas. C'est vrai qu'avec le Covid et tout, c'est difficile de comparer à avant parce que j'ai une socialisation qui a quand même beaucoup changé. Si je sortais beaucoup, peut-être que les questions reviendraient. Mais c'est vraiment très, très, très étrange. Hein. Mais je pense quand même, par exemple, alors je sais bien que mon livre est quand même sur le sujet, donc ça peut paraître compréhensible, mais une fois par hasard, je cherchais un truc, je me suis googlisé moi-même, ne faites pas ça, ne faites jamais ça. Et en fait, j'ai vu que les questions que les gens posaient, c'était est-ce que j'ai un copain, est-ce que j'ai un mari, de mon couple en fait. C'était les principales questions qui sortaient, voilà, comme référence sur Google. Et donc je me suis dit ah ouais, quand même. C'est pas totalement fini comme fixette en fait pour les gens. Waouh, parce qu'en fait tu tapes sur Google ton nom et après tu mets espace et là tu vois si les gens. Ouais, tu vois les questions. Ah, j'ai jamais fait ça, ouais encore. En fait, tu vois les questions les plus posées. Quelle horreur. Alors passons au thème du jour, célibat et handicap. Donc tu as publié en 2020 ce roman qui s'appelle Mister T et moi dans la collection La Belle Étoile des éditions Marabout, dans lequel tu racontes une histoire d'amour à sens unique entre une femme handicapée, toi, et un homme valide, Mister T. Moi, je vous recommande chaudement ce livre, car je l'ai adoré. Je l'ai lu, je pense, en 2021, et comme j'ai une mémoire à chier, je pourrais pas citer des passages entiers, mais j'ai vraiment adoré. Comme tu dis, il est très politique, et puis ce que tout le monde dit, et que je suis d'accord, il est très drôle. Moi, je me rappelle, j'étais dans une salle d'attente à l'hôpital pour un rendez-vous médical et genre j'éclatais de rire
Alors que c'est pas une histoire hyper drôle à la base. Bah si, quand même, c'est fait pour être drôle, donc c'est normal. Ça me fait hyper plaisir que les gens me disent ça et que toi tu me dises ça, parce que c'est un objectif très important pour moi d'arriver à équilibrer un texte et le fait que quelque chose soit drôle. Moi, c'est essentiel. Je trouve que c'est une très bonne façon de communiquer, de faire passer des messages quand on peut. Hein. Je dis pas qu'il faut l'être constamment et tout, sinon c'est fatigant. Mais il y a des fois où il y a de l'espace en fait pour l'humour et ça peut être très efficace. Et en plus, je trouve que c'est une chance d'être drôle. Moi, je sais pas, j'ai cette chance. Donc, d'être capable d'écrire des choses qui font rire les gens, c'est tellement satisfaisant. Ça fait tellement. Je suis très contente de ça. C'était totalement fait exprès, donc t'inquiète pas, c'est que le livre à ce niveau-là remplit son objectif. Ouais, mais en plus, moi, j'ai l'habitude de lire plein de livres féministes et c'est tout le temps badant, c'est tout le temps triste. Et même moi, quand j'écris, c'est pas ma première qualité d'être drôle. Et toi, comme tu dis, c'est dans ta personnalité. Du coup, ça faisait vraiment bizarre de lire un livre féministe et de rire. Et en plus, c'est de l'humour féministe, c'est pas du vieil humour dégueulasse. Donc, franchement, c'est original, tu vois, on trouve pas ça tous les jours. Et même en l'ouvrant le livre, je m'attendais pas du tout. Moi, je voulais savoir comment t'as fait pour éditer ce livre. Moi, je suis autrice, donc ça m'intéresse toujours. Est-ce que c'est des gens qui sont venus te chercher la maison d'édition ou c'est toi qui l'avais écrit avant? Comment ça s'est passé, cette collaboration? Ah bah purée, t'as combien d'heures devant toi parce que ça a été long. Écoute, c'est dur de résumer. À la fois, j'ai conscience que j'ai eu de la chance parce que j'ai failli quand même par trouver les bonnes personnes. Et en même temps, je sais aussi que comparé à d'autres, j'ai quand même un peu galéré, quoi. Ça n'a pas été si simple. Moi, j'avais écrit mon livre de mon côté. J'avais un produit fini. Je l'ai proposé à plusieurs maisons d'édition. Ça a duré un certain temps parce que j'ai eu beaucoup de refus. On m'a beaucoup dit que ça rentrait pas dans les cases parce que c'était pas totalement un roman. C'était pas totalement un essai, c'était pas ouais bah ok. Et Bohemian Rhapsody c'est quoi? C'est de l'opéra, c'est de la pop, c'est du rock, c'est qu'est-ce qu'on s'en fout en fait. L'important c'est est-ce que c'est agréable à lire, est-ce que c'est intéressant, le reste ça n'a pas de sens à mes yeux. Donc on m'a fait beaucoup de réflexions, puis je savais que c'était pas aussi un récit attendu de la part de personnes valides, d'éditeurs qui sont quand même majoritairement valides, qui ont l'habitude sur le handicap de lire certaines choses, une façon de présenter un discours, un angle que moi je voulais absolument pas. Je voulais montrer qu'on pouvait raconter, écrire les choses différemment, en étant à mon sens beaucoup plus proche de la réalité des personnes concernées, mais je sentais bien que ça passait pas parce que ça répondait pas à ce qu'ils avaient l'habitude de lire. Et malgré tout, partout, au niveau toutes les productions, que ce soit écrit ou que ce soit audiovisuel, les gens veulent en fait refaire ce qui, selon eux, fonctionne et ne pas tenter autre chose. Donc, ça n'a pas été aussi simple qu'on peut l'imaginer, mais en même temps, bien entendu, ça s'est bien terminé. Donc, j'ai quand même réussi à trouver la bonne éditrice. Je suis très contente de ça. Par contre, c'est vrai que moi, j'avais une condition. Je savais que ce que j'avais fait se tenait, avait une cohérence. Quand je tiens quelque chose de bien, je le sens. En fait, mon instinct me dit, c'est ça. Donc, du coup, c'était pas négociable. C'était à prendre ou à laisser. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a dit, je prends, en fait. Voilà, ça s'est passé comme ça. Ouais, quand tu dis que on te reprochait que ça rentre pas dans une case, que c'était pas vraiment un roman, pas vraiment un essai, ça me fait trop penser à mon livre La Puissance, parce qu'à chaque fois je me prenais un peu les mêmes remarques, puisque c'est aussi une autofiction, enfin un roman qui parle de ma vie. Et bon, moi j'ai pas trouvé de maison d'édition au final, mais c'est un truc, j'ai l'impression que c'est une excuse facile, parce que on reproche ça peut-être aux féministes, mais il y a la plupart des livres, c'est aussi de l'autofiction maintenant, et ça se fait de plus en plus. Donc, en quoi ce serait pertinent comme argument? C'est peut-être en effet un prétexte, tu as totalement raison, j'avoue. Alors après, eux, ils essaient de justifier ça en disant que c'est pour des raisons commerciales, en fait. Qu'après, au niveau de la vente, de la façon dont ça se distribue dans les librairies, si on peut pas mettre dans un rayon, ça pose un problème, blablabla. Bon. Honnêtement, voilà. Enfin, on peut en penser ce qu'on veut de cet argument, mais t'as pas tort. C'est peut-être tout simplement un prétexte pour refuser des manuscrits. C'est vrai. Alors, dans une interview que tu as donnée au magazine Télérama après la sortie de Mister T et moi, tu as dit que la relation entre une femme handicapée et un homme valide est la plus transgressive qui puisse exister. Pourquoi ? En fait, je pense que ça transgresse deux systèmes d'oppression.
à la fois le patriarcat et en même temps le système d'oppression qui s'abat sur les personnes handicapées, donc le validisme. C'est les deux en fait qui sont remis en cause par un choix comme celui-là. Parce qu'un homme est supposé choisir une partenaire qui répond à certains canons, qui va lui être utile. C'est terrible, mais c'est vrai en fait. Les femmes sont supposées être utiles et les femmes handicapées sont réputées, premièrement, ne pas répondre aux canons de beauté, donc ne pas être désirables. Et deux, ne pas pouvoir remplir la fonction qui est les tâches ménagères, tout ce qui concerne l'éducation des enfants, on peut aussi remettre en cause le fait qu'elle va pouvoir soutenir émotionnellement son partenaire. Enfin, en gros, on n'est pas supposé cocher les cases et si un homme valide choisit comme partenaire une femme handicapée, il fait un choix qui paraît socialement totalement déraisonnable en fait, qui paraît incompréhensible. Parce qu'on va se dire que c'est quelqu'un qui va choisir la difficulté. Et en plus, c'est pas totalement faux, puisque socialement, il va être incompris et que c'est sûr qu'il va y avoir des gens de son entourage qui vont soit ne pas être d'accord avec cette relation, la critiquer, il va perdre éventuellement peut-être des amis, des proches, même de la famille. C'est pas il va s'exposer, disons, à l'incompréhension. Et ne serait-ce que ça, c'est pas compréhensible. Pourquoi aller vers l'incompréhension de tout votre entourage quand vous pouvez hyper simplement choisir une partenaire qui posera de problème à personne? C'est ça en fait l'idée. C'est pourquoi faire un choix qui te met dans la difficulté. Dans les interviews que tu as données, tu dis aussi que les personnes handicapées, notamment les femmes handicapées, sont désexualisées, asexualisées. Est-ce que c'est parce qu'on les infantilise, on les considère comme des enfants ? Oui, je pense que ça vient beaucoup de l'infantilisation. C'est tout ce qui relève du questionnement adulte, la sexualité, la parentalité, c'est pas supposé nous concerner. Parce qu'on n'est pas supposé avoir la maîtrise de nos existences. Nos existences sont régies par d'autres personnes valides dans des cadres qui sont prévus pour, etc. Donc je pense que déjà, c'est beaucoup lié à l'infantilisation. C'est lié aussi au fait que on rattache la sexualité et son caractère épanouissant au physique. Donc, quand vous ne répondez pas au canon dominant, vous n'êtes pas supposé pouvoir avoir une sexualité satisfaisante ni pour vous-même ni pour votre partenaire, en fait. Donc, il y a de ça. Et puis, je pense que ce sont les principales raisons, en fait, qui amènent à conclure rapidement que c'est pas des thèmes qui vous concernent, où vous avez votre mot à dire, que vous êtes là pour expérimenter comme les autres, pas du tout. Et puis il y a l'idée aussi que comme vous êtes seul, comme vous êtes isolé, il peut y avoir aussi parfois l'idée inverse, et puis après ça dépend aussi du type de handicap que vous avez, mais que vous êtes désespéré et que vous êtes peut-être parfois obsédé par ces questions-là parce que frustré, en fait. Donc il y a un peu cette idée-là. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui reviennent régulièrement dans la façon dont ces questions-là sont appréhendées par les personnes valides et les personnes qui vous entourent. Et tu disais que toi, jusqu'à 25 ans, les gens supposaient que tu n'avais pas de relation. Et après 25 ans, tes proches te demandaient si tu avais quelqu'un. Enfin, les gens que tu rencontrais. Ouais, et pourquoi ça a changé ? Pourquoi à ce moment-là, ils ont arrêté de t'infantiliser ? Alors moi, je pense que il y a deux choses. Deux choses, non, c'est peut-être une chose. Moi, j'ai l'impression que ce qui a changé, c'est aussi la façon dont moi-même j'envisageais les choses et le fait qu'à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser justement à la construction d'une relation avec quelqu'un. Et que c'est aussi le moment où je pense que, je vais dire un truc hyper cliché et stupide parce que ça veut rien dire, mais où je suis devenue une femme, où je suis passée à l'âge adulte, on va dire. Peut-être un peu tard, mais je pense que c'est le moment où je suis passée à l'âge adulte. Donc je dégageais, je pense, quelque chose qui faisait se dire aux gens, elle pourrait être en couple, en fait.
parce que je commençais à me sentir, avec toutes les réflexions en fait que j'ai dû me faire à cause de la rencontre que j'ai faite, amoureuse, et progressivement, ouais, j'ai à la fois ça a été une période très douloureuse, très dure, mais c'est aussi une période où j'ai vraiment pris confiance en moi, au sens où j'ai commencé à enraciner cette confiance dans quelque chose de vraiment solide. Et du coup, en ayant confiance en moi, en dégageant quelque chose peut-être de différent, de plus ouvert finalement à une relation, les gens autour de moi ont perçu que c'était une possibilité. Et à partir de là, si c'est une possibilité, ça devient une obligation, en fait. Et c'est très très bizarre, mais pour moi, il y a vraiment de ça. Ça, j'en suis certaine. Le fait que moi-même je l'envisage, le fait que moi-même peut-être je commence aussi à en parler avec mes amis, c'est ça en fait qui a modifié leur réflexion. Et du coup, toi, t'es hétéro ? Je sais, oui, je me suis construite comme une hétérosexuelle, ça c'est sûr et certain, de façon extrêmement classique, parce que s'il y a bien un domaine où mon éducation n'était pas du tout ouverte, c'était sur ces questions-là, malheureusement. On ne dira jamais assez merci à toute la communauté et aux militants LGBTQI+, pour tout leur travail, en fait, d'analyse et de remise en cause, et que je me rends compte, grâce à eux, que le genre n'est peut-être pas un critère de choix très pertinent. Ça, c'est sûr. Après, c'est pas parce que intellectuellement vous arrivez à cette conclusion que ça change de tout de suite et immédiatement toutes vos pratiques, etc. Mais en tout cas, je pense que je vois plus les choses comme je les voyais il y a quelques années, et je trouve ça un peu triste, mais en même temps c'est comme ça, c'est la vie, d'avoir cru, vraiment, d'avoir gobé ce mensonge de la nature. La nature est hétérosexuelle, la nature veut ceci, l'essentialisation en fait des hommes et des femmes qui était vraiment dans le discours éducatif de mes parents. J'ai quand même mis du temps à comprendre à quel point ça reposait sur rien, et à quel point en fait il y avait absolument rien de naturel ou de plus naturel à être attiré par un homme que par une femme. Et du coup voilà, donc ça arrive un peu tardivement, mais mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Voilà, c'est comme ça. Et je pense que ce qui est naturel en vrai, c'est juste de se sentir attiré par quelqu'un, par une personne, par un être humain, et que le reste, c'est pas important. Enfin, je veux dire, voilà. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables, voilà, de comprendre ça et de sortir de leur construction sur ce point-là. Et peut-être aussi qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, qui n'y arriveront pas, ou qui ne veulent pas, ou qui moi, je trouve en tout cas toutes ces réflexions sur l'hétérosexualité très intéressantes. Mais il ne faut pas sortir que de l'hétérosexualité, j'ai envie de dire. Il faut aussi sortir du validisme. Parce que le validisme, il est partout. Et il traverse toutes les communautés. Donc, il ne suffit pas, en fait, par exemple, de remettre en cause ce système-là, l'hétérosexualité, qui est quand même un système structurant très important. Mais il y a tout un tas d'autres choses, en fait, qui peuvent amener de l'inégalité dans des relations, et qu'il faut aussi questionner. Ouais, quand tu disais que ce qui est naturel, c'est pas le genre, c'est d'être attiré par quelqu'un, il y a aussi des personnes qui sont pas attirées, qui sont aromantiques ou asexuelles. Ça, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Tout à fait, tu as raison de le rappeler. Non, mais c'est juste une précision. Il y a aussi des gens, tous les gens qui m'expliquent que ça les intéresse pas, et que je pense qu'en fait, on est tous tellement différents et uniques que ça me paraît totalement audible, et que je peux les comprendre. Après, c'est vrai que moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis attirée par les gens. Mais je comprends que pour eux, c'est pas une question qui se pose dans ces termes-là, et que c'est, voilà, ils ont d'autres façons je sais pas, de fonctionner, en fait. C'est un fonctionnement. Moi, je sais que, par exemple, la nourriture, j'aime bien manger, mais quand je compare avec ma sœur, je vois bien que ça n'a pas l'importance pour moi que ça a pour elle.
C'est vrai. J'essaie de m'y intéresser plus qu'avant à la nourriture, mais ça a longtemps été un truc dans ma vie utilitaire uniquement. Les gens qui sont passionnés, qui se souviennent de ce qu'ils ont mangé, à quel endroit, à quelle heure, ça me tue. Moi, 1 heure après avoir mangé, tu me demandes qu'est-ce que tu as mangé, des fois je sais plus. En fait, parce que c'est pas un truc important pour moi. Enfin, pas aussi important. Du coup, pourquoi pas dans d'autres domaines ? Je peux totalement comprendre. Ouais, à ce sujet, je vous renvoie à l'épisode de Sologamie avec Aline Laurent-Maillard qui est asexuelle et aromantique. Et justement, on avait parlé de ça, de ces normes et de la sexualité. Et par rapport à ce que tu viens de dire sur le validisme, c'était ma question suivante justement. Est-ce que tu penses que notre société validiste, elle exclut d'une façon les personnes handicapées de l'amour hétéro plus que dans les milieux queer, les milieux lesbiens, ou au contraire, comme tu viens de le dire, il y a du validisme partout. Et en fait, même quand on est lesbienne, qu'on se dit féministe et tout, on n'est pas à l'abri d'exclure les personnes handicapées de nos applis de rencontre, de nos endroits de drague, etc. Moi, je pense que le validisme, il est vraiment partout. Je pense que quand on regarde bien les critères de beauté dans toutes les communautés, très souvent on revient au même schéma, à la perfection physique, voilà, à la symétrie, à la minceur, voilà. Donc très franchement, je pense que malheureusement ça traverse de façon vraiment c'est transversal en fait le problème du validisme. Mais après, je pense que dans la communauté justement LGBTQI, franchement, il y a des gens qui sont plus à même que moi de répondre précisément à cette question, tout simplement parce qu'ils auront expérimenté depuis beaucoup plus longtemps que moi ce qui se passe à cet égard. Donc moi, je suis peut-être pas la bonne personne, mais ce que j'en ai vu, parce que voilà, j'ai quand même expérimenté certaines choses, me fait dire quand même que il suffit pas de changer d'orientation sexuelle pour résoudre le problème, à mon sens. Après, ça fait sauter quelque chose, ça c'est sûr, parce que quand même le patriarcat c'est pas rien quoi. C'est pas rien comme système d'oppression, bien sûr. Les rapports sont pas les mêmes, entre personnes du même genre, mais je serais pas aussi optimiste que ceux qui pensent qu'il suffit de faire sauter ce verrou-là. Je pense que c'est plus complexe que ça en fait. Il y a tellement d'autres facteurs, l'âge, le statut, l'origine sociale, la couleur de peau, il y a plein de choses en fait qui créent de la dissymétrie, qui créent des situations de déséquilibre en fait au sein d'une relation, d'emprise, de machin. Enfin, c'est quand même plus complexe que ça, quoi. Ouais. Et je me demandais si les productions culturelles, parce que tu en parles aussi des fois dans les interviews, ça pouvait changer un peu, faire bouger un peu notre société actuelle. Est-ce que tu penses qu'il faudrait plus de représentation de femmes handicapées célibataires, si on parle du célibat, ou de personnes handicapées célibataires, ou de personnes qui ont des relations, mais comme elles sont un peu absentes de toutes les représentations, tu penses qu'il en faut plus ? Idéalement, il faudrait un maximum de représentations diversifiées, donc il faudrait tout. Il ne faudrait pas que des personnes handicapées célibataires, il faudrait des personnes handicapées en couple. Je veux dire, est-ce qu'on peut citer une série où il y a un couple dont l'une des deux personnes est handicapée et la femme surtout, parce que c'est souvent les femmes qui ne sont pas représentées en couple. Est-ce qu'il y en a ? Voilà. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de séries ? Je sais qu'il y en a au moins une. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de séries où le personnage handicapé, il n'est pas hétéro ? Il doit y en avoir. Je sais qu'il y en a au moins une, mais il n'y en a pas beaucoup en fait. Il y a trop de choses qui sont systématiques et qui reviennent pour donner une image très aseptisée des choses. Et ce qu'il faudrait, c'est idéalement que ce soit le plus varié possible pour que les gens comprennent en fait qu'il y a toutes les possibilités, y compris pour les personnes handicapées. Et que ça permette aussi aux personnes concernées de pouvoir se projeter en fait. Mais là, en plus, on parle des séries, mais si on élargit au cinéma, à la musique, au roman, à la littérature, aux expositions, aux expos, à l'art en général, c'est pareil, les séries, peut-être qu'elles sont même en avance par rapport à d'autres secteurs. Certainement, sous l'influence des séries, notamment anglo-saxonnes, clairement, il y a quand même des choses beaucoup plus intéressantes. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est vrai que dans d'autres secteurs, il y a moins de choses. Et puis en France, encore moins. Parce qu'en France, on a vraiment un souci, quoi. Je
pense que les personnes minorisées, malgré tout, elles sont vraiment confrontées à un plafond de verre, quel que soit ce qu'elles souhaitent produire en fait. Et l'important, c'est qu'on puisse produire nous-mêmes ce dont on a besoin. Et le problème, c'est que bien souvent, on n'est pas les plus privilégiés sur le plan financier, donc on n'a pas les moyens de production. Et à partir du moment où il y a un prisme, je veux dire un biais, où c'est repris par une personne valide, où on doit passer en fait finalement par une personne valide pour faire exister ce qu'on fait, il y a un risque que le résultat soit pas intéressant en fait. Ouais. Et du coup, je voulais te demander à propos de ça, ton livre, il a été reçu comment ? Est-ce que les personnes handicapées t'ont dit je l'ai lu et j'avais pas lu ça depuis longtemps, ou est-ce que t'as eu plus de retours de personnes valides, ou est-ce que t'as eu l'impression que ton livre a eu un retour, un accueil satisfaisant pour toi ? Compte tenu du Covid et des contraintes, je pense que oui, j'ai eu un accueil quand même assez satisfaisant vu le contexte dans lequel on était pour faire la promotion. Et j'ai eu beaucoup de retours de femmes handicapées et c'était quand même l'objectif premier. Donc même une seule femme handicapée qui me dit que le livre lui a fait du bien, pour moi ça me suffit en fait. Et j'en ai eu plus d'une, et donc ça veut dire que ça valait le coup en fait de s'accrocher et d'essayer de faire exister ce projet. Et t'en as encore aujourd'hui, ou t'as l'impression que le livre, les gens en parlent moins ? Non, de temps en temps, il y a des gens qui m'écrivent. C'est normal, c'est un livre, donc a priori, tant qu'il est encore dispo, il y a possibilité que des gens le lisent et puis m'en parlent. Non, honnêtement, vraiment, moi, je peux pas me plaindre en fait. Et est-ce que, par curiosité, tu veux écrire d'autres livres ou dans ta vie, ou c'était ta seule idée ? Non, c'était pas ma seule idée. Le seul problème, c'est que là, vraiment, c'est très difficile de se projeter, en fait, avec le Covid, quand on est une personne malade ou handicapée et qu'on n'a pas envie d'être infecté et surinfecté et de croire au compte la pandémie est finie. En fait, c'est très très dur en ce moment. Du coup, c'est pas que j'ai pas d'envie ou que j'ai pas d'idée, mais c'est juste qu'il faut que je sois dans le bon état d'esprit. Et actuellement, je suis trop préoccupée par ma santé, par le fait de pouvoir me préserver pour pouvoir me consacrer à un nouveau projet. Donc c'est dommage parce que j'aimerais bien avoir le temps de faire autre chose. Et on verra. Enfin, j'ai aussi envie de pas me culpabiliser par rapport à ça, parce que je sais qu'autour de moi on est dans un milieu militant où les gens, certaines personnes produisent beaucoup et où il faut enchaîner les projets et battre le fer pendant qu'il est chaud et pendant que vous êtes visible et que ci et que ça. Et en fait, moi ça déjà dans l'absolu ça me saoule. Et puis par ailleurs, vu ce qu'on est en train de vivre en tant que personne handicapée, j'ai envie aussi de me pardonner le fait de ne pas pouvoir enchaîner sur un nouveau projet, comme peut-être je l'aurais fait s'il n'y avait pas eu cette situation, et de me dire que c'est d'être indulgente envers moi-même, et de me dire que c'est pas dans ma tête, c'est pas moi qui l'ai inventé, cette pandémie et cette gestion catastrophique. Donc il faut aussi que j'en tienne compte, que je tienne compte de ce que ça a comme répercussion psychologiquement, et que je fasse les choses au moment où j'aurai vraiment l'énergie et les conditions pour pouvoir le faire en fait. Et si ça doit jamais se passer, tant pis, ça se passera pas. Oui, et puis t'as un métier, t'es avocate aussi, je pense que déjà tu as du travail. Oui, mais tout a été impacté en fait, donc c'est vraiment compliqué. Ouais, et puis ça me fait penser vraiment, comme tu dis, les personnes qui enchaînent les projets, c'est aussi ce qu'on a l'impression de voir sur les réseaux sociaux, que telle personne a vachement de succès, et on va peut-être se comparer, mais en fait c'est capitaliste tout ça, ce truc, il faut toujours produire, alors qu'on est censé être anticapitaliste, c'est totalement contradictoire, et on veut avoir le plus de vues sur les réseaux sociaux, le plus d'abonnés, alors qu'en fait on dit qu'on est anticapitaliste. Pour moi c'est une lutte permanente à l'intérieur de moi de me dire je suis pas assez connue, mon livre est pas édité, machin truc, alors qu'en fait j'ai pas forcément envie de bosser comme je sais pas quoi, et de faire des burn-out à répétition, comme la plupart des militantes se plaignent d'être épuisées, etc. En fait, moi je me dis, il y a une question que j'essaie de me poser quand justement je me sens perdue vis-à-vis de ce genre de choses.
Je pense qu'il y a un truc qui peut un peu aider. En tout cas, moi, ça m'aide. Il faut vraiment se demander à chaque fois pour qui tu fais les choses. Exactement. Pourquoi et pour qui? Est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est pour les autres? Ou est-ce que c'est pour répondre à une attente qui vient de l'extérieur, à une injonction qui vient de l'extérieur? C'est pareil pour le célibat. Pour qui tu le fais, en fait? Et à partir du moment où tu te poses cette question-là seule avec toi-même et que tu essaies d'y répondre honnêtement et profondément, il y a un moment donné où tu vas savoir, tu vas sentir, oui, je le fais pour moi parce que c'est dans mes tripes et que c'est plus fort que moi et que je m'en fiche de la vie des autres, en fait. Dans ce cas-là, faut y aller. Mais si la réponse c'est non, en fait, c'est parce que j'ai vu que Bidule avait sorti je sais pas quoi et qu'il faut que je fasse pas. Ben non. Donc ça veut dire que c'est pas pour toi que tu es en train de le faire. C'est pour les autres. Et à partir de là, eh ben non, en fait, dans ce cas-là, c'est peut-être pas la bonne raison. Et si tu n'y arrives pas, il y a justement une explication qui est que c'est pas un désir profond, c'est pas le moment, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc moi, je trouve que c'est une question qui aide. Moi, elle m'a aidé à pas mal de choses, en fait. Par exemple, elle m'a aidé à me débarrasser du soutien-gorge. Franchement, le jour où je me suis dit, mais en vrai, faisons une liste, genre pourquoi, en fait? Pour moi ou pour les autres? Et à partir du moment où ta liste, elle est beaucoup plus importante dans les raisons qui sont extérieures à toi-même, c'est pas facile de distinguer ce qui est extérieur à toi-même, et parce qu'il y a des injonctions qui sont tellement fortes que tu as vraiment l'impression qu'elles viennent de toi, qu'elles deviennent ta volonté. Mais en fait, si tu te poses 5 minutes vraiment et que tu te concentres, tu peux arriver un petit peu à distinguer ce qui est vraiment ton envie et celle des autres. Et ça, je trouve que dans tous les domaines, ça aide, en fait. C'est comme pour le célibat. Moi, la question aussi que je me suis posée, c'est, mais j'ai envie d'être en couple, pourquoi? Est-ce que c'est parce que vraiment j'ai envie, c'est un besoin que je ressens? Parce que moi, je ne ressens pas de manque quand je suis toute seule. Il y a peut-être des gens qui ressentent un manque. Moi, c'est pas mon cas. En plus, je suis pas très dépendante sur le plan affectif et tout, donc ça répond pas à un besoin. Donc, est-ce que je cherche à être en couple pour avoir une normalisation, une reconnaissance sociale? Parce qu'être en couple, c'est être reconnu socialement. Donc, quand on est une personne handicapée, il peut y avoir aussi, comme pour d'autres, cette idée que être en couple, ça va te normaliser. Donc, si c'est ça la raison, c'est peut-être pas une super raison. Et donc, peut-être que tu t'infliges des violences pour arriver à cet objectif qui n'en valent pas la peine. Moi, je trouve franchement que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Moi, je suis bien toute seule, je ressens pas de manque, je suis pas fermée à la possibilité d'être avec quelqu'un. Si demain je rencontre quelqu'un qui en vaut la peine, j'espère que je n'irai pas lui cracher dessus, parce que c'est pas l'idée. Mais je vais pas m'inscrire dans une recherche obsessionnelle d'une personne quelle qu'elle soit pour pouvoir dire je suis en couple, j'ai vécu cette expérience. Non, j'ai pas envie. Surtout quand je vois que pour y arriver, je trouve quand même qu'on s'inflige des choses qui me paraissent en fait insensées. Enfin, moi, par exemple, ce qui se passe sur les applications, en fait, ça me dépasse, quoi. Enfin, qu'il y ait autant de gens qui s'imposent ça, moi, je trouve que c'est extrêmement violent. Intrinsèquement, c'est très violent. C'est comme une sorte de supermarché. Déjà, pourquoi rentrer dans cette idée que les relations relèvent du consumérisme, de l'utilitarisme, qu'on est dans un marché et que dans ce marché, on n'a pas tous la même valeur. En plus, je connais ma valeur sur ce marché, mais je m'en fous, parce que quel est l'intérêt de savoir que pour telle personne que je connais même pas, qui m'a jamais vue, je ne vaux rien sur le marché des relations sentimentales ou sexuelles ou je sais pas quoi. Enfin, ça a aucun sens. Pourquoi tu laisses quelqu'un d'autre définir ta valeur, en fait? Enfin, moi déjà, je trouve que c'est une difficulté d'accepter ça, alors qu'on pourrait tous refuser de rentrer dans ce jeu-là, et voilà. Et bien évidemment que le résultat, c'est qu'on est sur la reproduction des micro-agressions, des violences, des oppressions, pour certaines personnes vraiment à un niveau très 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 important. Quand vous êtes une femme handicapée sur les applications, je pense que c'est vraiment très difficile. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui ont témoigné de ce qu'elles ont vécu. En fait, c'est un niveau de déshumanisation et de violence qui me paraît, je vais dire,
qui me paraît en fait déjà insensé et puis en plus totalement inutile. Donc c'est horrible parce que quand vous avez envie d'être en couple et que vous pouvez pas socialiser comme tout le monde parce que c'est pas accessible, parce que ci, parce que ça, que la rencontre est difficile et que vous vous dites tiens ça c'est pratique, c'est un moyen qui pourrait permettre d'aller plus vite vers la rencontre qui peut paraître idéal et vous vous retrouvez piégé par un système qui vient vous démolir en plus. Enfin, moi personnellement, je trouve que ça vaut tellement pas le coup. Ça me viendrait pas à l'idée en fait parce que je me connais et que je vois pas pourquoi je m'imposerais ça en fait. Je sais ce que ça pourrait éventuellement me faire et je trouve que c'est trop cher payé pour juste être avec quelqu'un et pouvoir dire je suis avec quelqu'un. Donc en fait, moi je pars plus du principe que le hasard fera ce qu'il doit faire en fait. Ça peut paraître bizarre parce que je suis pas forcément fan du hasard dans tous les domaines. Je suis une personne assez volontaire. Quand j'ai envie de faire exister quelque chose, etc., j'essaie de faire ce qu'il faut. Mais là, pour le coup, vu comment les choses sont organisées, je préfère me dire si je rencontre quelqu'un, tant mieux. Ce sera la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, il est composé d'autres choses en fait. Il est composé de ce que j'aime faire, mes activités, ma famille, mes proches. Ce sera un plus, mais ce ne sera pas le gâteau. C'est pas ce dont j'ai besoin pour me sentir exister, pour avoir une valeur et pour être bien. Ouais, merci. On arrive à la fin de l'épisode avec mes 2 dernières questions traditionnelles. Comment est-ce qu'on se connaît ? Moi, je vais commencer. Je te connais de ton militantisme, par ton livre, par tes interventions diverses et variées sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu me connaissais avant que je te contacte ou pas ? Par les réseaux sociaux, oui. Ouais. Ok. Est-ce que tu veux dire une dernière chose sur ce sujet ou sur un autre sujet pour les auditeuristes ? Ouais. Tu m'as demandé, tu me l'as pas demandé, mais je sais que tu voulais savoir parce que j'ai un conseil. Ah oui. Oui. En fait, franchement, portez vos masques à l'intérieur. Honnêtement, vraiment. Protégez-vous du Covid, portez vos masques, inquiétez-vous de la qualité de l'air, vaccinez-vous, faites des tests. Franchement, écoutez les personnes malades et handicapées sur cette question. En fait, c'est pas que ça nous fait plaisir de parler du Covid toutes les 5 minutes et de vous demander de faire attention. C'est parce qu'on sait quelles sont les conséquences désastreuses que ça peut avoir et qu'on veut autant se protéger que vous protéger, en fait. Vraiment. Donc, n'attendez pas qu'il soit trop tard, que ce soit l'infection de trop. C'est trop bête. On a les moyens de se protéger. On n'aurait rien. Ok. Mais on a les moyens, on sait comment ça se transmet et on sait comment éviter la circulation du virus. Donc ne soyez pas bêtes et vraiment faites ce qu'il faut pour éviter de faire circuler le Covid. Ok. Merci Elisa. On va arrêter de discuter pour aujourd'hui. Chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Est-ce que vous êtes célibataire ? Est-ce que vous êtes handicapé ? Est-ce que vous pensez que la société validiste peut changer après ce qu'on s'est dit aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut plus de production culturelle, comme le livre d'Elisa Rojas, pour faire évoluer nos représentations du célibat et du couple ? Vous pouvez nous écrire pour nous répondre. Mon pseudo à moi, c'est Marie-Albert FR sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi suivre le podcast Sologamy sur les réseaux. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir Sologamy, je vous invite à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre application préférée. Aujourd'hui, je voudrais remercier Perrine, qui a laissé ce commentaire au sujet de l'épisode 24, « Comment bien larguer ». Bonjour Marie, j'ai 24 ans et je me pose beaucoup de questions sur mon rapport aux hommes et surtout ma peur de ces derniers. J'ai vu que tu sortais un livre à ce sujet justement. Je pense qu'il y a beaucoup de questions que l'on se pose en tant que femme et quelque chose me dit que ce que tu racontes dans ton livre devrait beaucoup m'apporter. Alors d'avance, merci pour ta sincérité et ton courage pour te raconter aussi intimement. Tu es une vraie source d'inspiration et j'admire beaucoup les combats que tu mènes. Je suis en train d'écouter le dernier épisode « Comment bien larguer » de ton podcast Sologamy. Ce que tu dis résonne beaucoup en moi. On ne se connaît pas, mais je te souhaite le meilleur pour la suite. Continue de suivre tes envies. Et surtout, garde ta spontanéité ainsi que ta profonde humanité. Prends bien soin de toi, force et courage. PS, je vais de ce pas précommander ton livre « La puissance ». Merci beaucoup, 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 Perrine. J'espère que tu as reçu La puissance et que tu l'as lu. Chers auditeurs, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches et participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail.
Si vous donnez 3 €, 5 € ou 10 € par mois, vous rémunérez la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je vais donc remercier en plus Aristide, Kevin, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Clémence, Héloïse, Charlène et Tara pour leurs dons. Je mets le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description de l'épisode. Merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode. Au revoir Elisa. Au revoir Marie. Merci. Just like the water falling from the sky.